Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue dans cette capsule 7.1, évaluer le processus de lecture littéraire. Donc, dans cette capsule, on va vous proposer des exemples de critères de qualité qui permettent d'évaluer les actions clés du processus de lecture littéraire. On vous propose aussi différents cadres qui permettent cette évaluation-là d'un processus type d'évaluation qui est quand même pas très courant dans les cours de français, langue et littérature au collégial. Donc, je rappelle que comme tous les éléments qu'on propose à l'approche ELAC, c'est vraiment des propositions. Ce qu'on vous présente dans cette capsule spécifiquement, ce sont des critères de qualité notamment qu'on a développés dans le cadre de la recherche collaborative parce que les enseignants étaient bien d'accord d'évaluer le processus, mais il manquait un peu d'outils sur comment réussir à opérationnaliser ça. Donc, c'est vraiment ces outils-là qu'on a développés pour soutenir les profs dans leur volonté d'évaluer le processus. C'est vraiment ça qu'on vous présente dans cette capsule. Donc, le but d'évaluer le processus de lecture littéraire, bien évidemment, il y a une volonté de valoriser la pratique des actions clés. C'est-à-dire que si on accepte la proposition que nous faisons de la lecture littéraire, comme quoi c'est une compétence d'interaction, il y a le mot action dans interaction, où il y a un sujet lecteur qui s'engage dans un processus de lecture littéraire, bien, vous voyez que même dans la définition de la compétence, la notion de processus, elle est présente. Donc, parce qu'on croit que l'individu ne peut pas être passif, il doit agir dans ce processus-là pour réaliser, pour mettre en œuvre la compétence. Donc, le processus étant essentiel, on veut absolument le valoriser. Par ailleurs, on veut susciter l'engagement, qui est un autre terme clé dans la définition de la compétence qu'on propose de la lecture littéraire. Donc, l'engagement dans ce processus-là, dans les activités d'apprentissage, aussi à un niveau purement pédagogique, on veut vraiment aller vers ça. Et on veut, puisqu'on a une évaluation dans l'approche par compétence qui vise à être constructive, on veut, en évaluant le processus, offrir des occasions de rétroaction nombreuses qui vont être aussi, évidemment, formatives, constructives pour l'individu et aussi transférables. Donc, les critères de qualité qu'on vous propose aussi, on a tenté de proposer des choses qui permettraient à l'étudiant de voir vraiment comment chaque action clé s'inscrit dans le même processus. Plutôt, encore là, toujours dans la volonté de briser un peu les silos qui limitent dans la perception des étudiants, des apprenants, la possibilité de réinvestir ce qu'ils ont appris dans d'autres tâches. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants perçoivent vraiment la transférabilité des apprentissages, toujours dans cette optique de développement de la compétence. Alors, on rappelle que le processus, si on dit que c'est la mobilisation, l'enchaînement, la combinaison d'actions clés, mais les actions clés, elles vont aller puiser selon le contexte de lecture qu'on leur donne. Les actions clés vont exiger que l'individu puise dans ses savoirs, savoir-faire, savoir-être. Et il va, dans ces actions clés-là, aller puiser dans ces différentes ressources et se mettre dans une des 4 postures du processus de lecture littéraire. Donc, que ça soit la posture descriptive, personnelle, analytique ou réflexive ou un mélange de plusieurs postures. Donc, on a toujours cette idée que l'individu, à chaque fois qu'il fait une action clé, il va se mettre dans une de ces postures-là. Et on rappelle que on a attribué à chacune des postures de lecture des critères de qualité. Ils existent déjà. On a fait attention que ces critères de qualité-là soient à la fois constructifs, qu'ils représentent un peu ce qu'on attend dans ces différentes postures de lecture-là. Et on a aussi essayé de limiter le nombre de critères de qualité. Évidemment qu'on peut multiplier les choses pour plus de précision. En même temps, les études en éducation montrent que si on a trop de précision, on risque de perdre les lecteurs qui sont peut-être un petit peu d'amener en surcharge cognitive les étudiants qui sont peut-être un petit peu moins engagés, qui sont peut-être un petit peu plus faibles. Donc, on essaie de se limiter à un nombre réduit et c'est pour ça qu'on est allé vraiment pour chacun des critères de qualité, chacune des postures de lecture avec 2 critères de qualité qui étaient relativement
pas trop compliqué, là, encore que on peut toujours faire plus simple, mais bon. C'est dans cette volonté-là que, par exemple, dans les 2 postures participatives, que sont la posture personnelle et réflexive, on a 2 critères de qualité qui sont très proches. Donc, présence et intérêt de l'engagement relationnel pour la posture personnelle, présence et intérêt de l'engagement réflexif. Donc, pour les étudiants, si on travaille avec ces critères de qualité-là, il y a une nuance, évidemment, entre les 2 postures, mais il y a quand même, il y a quand même une similarité qui peut faciliter la compréhension. Donc, on a essayé de limiter dans cette optique-là les choses. Donc, toutes ces postures de lecture-là, avec leurs critères de qualité, vont être opérationnalisées dans des situations d'expression. Les situations d'expression, elles vont s'ancrer dans des actions clés. On les a présentées dans le module 5. Et ça peut être des métatextes, des commentaires libres, des stratégies de lecture analytique, des représentations visuelles, des textes d'invention, etc. Du moment que, d'une façon ou d'une autre, l'étudiant donne une voix d'expression à une des 4 postures de lecture, on a une action clé. Là, la complexité qui vient quand on a autant de petites, dans certains cas, actions qu'on veut évaluer dans une optique de processus, c'est la multiplication potentielle de tous les critères de qualité. Parce qu'évidemment, on ne va pas évaluer un portrait de personnage de la même façon qu'on évalue l'épitaphe d'un personnage ou le discours intérieur ou une communication affichée. Bon, donc je pense que vous me comprenez. Et pour les personnes enseignantes, on veut limiter la charge de concevoir des grilles de correction ou même des critères de correction qui soient toujours très, très lourds et compliqués à formuler. Pour les étudiants aussi, on veut, je le répète, limiter comment faire que ça soit transférable les apprentissages si on change constamment de critères de qualité vu qu'on change constamment de type d'action clé. Donc, on vous fait une proposition où on a 4 critères de qualité qui sont systématiquement mobilisés pour n'importe quelle action clé. Après ça, les indicateurs, donc les manifestations concrètes de ces critères de qualité-là vont varier. Mais donc, je passe à la diapo suivante pour vous montrer concrètement de quoi je parle. Alors, on part de l'idée que les actions clés amènent forcément des postures de lecture dans le contenu. Donc, la lecture littéraire, c'est le contenu et la situation d'expression, c'est le contenant. Donc là, je pense forme et contenu, je pense que je ne perds pas des enseignants de littérature là-dedans. Alors, en ce qui concerne le contenu, on va constamment être avec les 2 critères de qualité qui sont propres à chacune des postures de lecture. Donc, selon que notre action clé, l'étudiant soit en posture personnelle, automatiquement, on a 2 critères de qualité qui sont l'engagement relationnel et le questionnement analytique. Ce qui est intéressant parce que la personne enseignante, la seule question qu'elle a à se poser, c'est dans quelle posture de lecture je veux que l'étudiant se mette ou dans quelle posture de lecture il se met. Si on fait l'enseignement explicite des postures de lecture et des critères de qualité, puis on a expliqué en quoi ces éléments-là peuvent quand même vraiment être un bon levier pour l'apprentissage des étudiants, ça devient très intéressant après ça d'utiliser ça concrètement dans les évaluations. Donc, non seulement on les utilise pour bien leur expliquer nos attentes, mais si on les utilise en plus dans les évaluations, là, il y a vraiment une sorte de perception d'utilité qui va être plus forte. Concernant la situation d'expression, en fait, on a travaillé un peu avec la notion de genre textuel. Donc, genre textuel qui peut s'appliquer aussi à l'oralité, tout simplement dans l'idée que dans tout cadre d'expression, il y a des normes à suivre, des normes qui justement peuvent être basées sur un genre, par exemple. Les normes, elles vont s'inscrire dans toutes sortes de choses. Ça peut être dans la structure, évidemment. Bon, c'est quoi les éléments de la structure du texte qu'il faut respecter? Est-ce que le lecteur fictif, il est considéré, c'est qui dans cette situation-là, le lecteur fictif? C'est quoi le type de médias qui sont mobilisés? Est-ce que c'est l'oralité, l'écriture? Ça implique quel type de vocabulaire, quel niveau de langage, etc. Donc, tout ce qui est norme, vraiment, on va le considérer. Par ailleurs, on va prendre en compte aussi que dans une situation d'expression, il y a une sorte de posture d'expression qui est généralement liée à l'objectif de l'action clé.
Donc, par exemple, dans une action clé comme une dissertation ou une analyse littéraire, on pourrait dire qu'on veut essayer vraiment de mettre de l'avant une lecture intellectualisée, par exemple, d'une œuvre. Et à ce moment-là, on peut dire que la posture d'expression, c'est la rigueur. Si on fait un poème, un slam, on pourrait dire que l'intention est, par exemple, de proposer une œuvre, en fait, qui est personnelle, mais qui est quand même une œuvre qui a donc des dimensions esthétiques, artistiques. On pourrait dire à ce moment-là que la posture d'expression, c'est, par exemple, une sensibilité artistique et esthétique. Donc, ce sont des exemples. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà défini un cadre de référence des savoir-être dans la lecture littéraire et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de postures d'expression qui vont aller s'ancrer dans les savoir-être. Donc, comme on a déjà ce cadre de référence-là, les définitions de ces savoir-être-là qui pourront être déposées dans le matériel didactique, si vous voulez y avoir accès pour justement voir la définition de la réflexivité, de la pensée complexe, etc., vous pourriez utiliser ces définitions-là pour préciser aux étudiants, bon, par exemple, quand je dis que la posture d'expression, c'est la pensée complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des définitions qui ont déjà été élaborées. Et évidemment, il s'agit à ce moment-là de les vulgariser. Par exemple, la pensée complexe, c'est qu'on va vouloir que l'individu prenne sous tous les angles un objet, qu'il fasse une sorte d'observation multidimensionnelle d'un objet unique, par exemple. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, en combinant un critère de qualité lié aux normes, un critère de qualité lié à la posture d'expression et les critères de qualité liés aux postures de lecture, donc ce qui nous fait systématiquement 4 critères de qualité, on réussissait grosso modo à aller chercher les attentes qu'on avait presque toujours systématiquement par rapport à n'importe quelle action clé en lecture littéraire. Je vous montre des exemples. Alors, par exemple, si on a une dissertation critique à réaliser, bien évidemment, les normes vont être celles de la dissertation critique. Donc, le critère de qualité, ça pourrait être le respect des normes de la dissertation critique. Concrètement, si on veut être méta pour expliquer aux étudiants le concept, on peut leur dire que finalement, c'est le respect des normes de la situation d'expression. Et après ça, on dit, bien, dans ce cas-ci, c'est une dissertation critique. La dissertation critique, elle a telle structure et on peut évidemment mettre ça dans la grille de correction. Là, une dissertation critique, c'est un plus gros travail, plus complexe. Donc, bien sûr qu'on va expliquer qu'il y a un sujet amené, posé, divisé, que dans le paragraphe de développement, on s'attend à avoir une idée principale, une idée secondaire, tel nombre de preuves. Donc, on va tout expliquer ça dans la grille de correction. Mais de manière générale, par exemple, on pourrait dire qu'on va donner 25% ou 40%, ou comme vous le voudrez, à ce critère de qualité qui va être le respect des normes de la dissertation critique. Donc, les indicateurs sont évidemment toujours quand même à spécifier, mais on a cette logique-là. Est-ce que vous respectez les normes de la situation d'expression? Ensuite, posture d'expression, on est dans la rigueur. Et là, la rigueur, il y a plein de choses on va trouver des indicateurs concrets. On va dire, bon, par exemple, c'est rigoureux si on voit des liens pertinents et cohérents entre les idées et les citations et différents éléments du texte. C'est rigoureux si le langage utilisé est précis, concis, etc. Donc, on peut vraiment aller travailler plein de critères en lien à la rigueur. Et on va dire, même si on sait que, bon, on l'a mentionné, c'est certain que les métatextes comme des dissertations critiques, on pourrait décomposer leur structure et dire, par exemple, que, bon, les idées vont relever de la posture analytique, mais que la mise en contexte de la preuve, on est dans la posture descriptive. On peut jouer avec les différentes postures dans un métatexte aussi complexe qu'une dissertation, mais disons que l'esprit d'une dissertation critique s'ancre vraiment plus dans la posture analytique. Donc, à ce moment-là, là aussi, on peut mettre 2 critères de qualité qui seront la plausibilité et justesse et la richesse. Et donc, tout ce qui est les savoirs disciplinaires ou socioculturels, tout ce qui est l'approfondissement des nuances, la multitude des dimensions travaillées, on va aller dans la richesse.
Et la plausibilité, justesse, ben là, c'est l'absence de biais, la cohérence interne et externe de l'interprétation du texte, le fait que l'étudiant a vraiment ciblé ce qui était le plus important dans le texte, au lieu de se focaliser, par exemple, sur des détails qui n'ont pas beaucoup de pertinence au regard de tout ce que propose l'œuvre. Bon. Donc ça peut vous donner une idée de comment on peut utiliser les critères. Et on l'a essayé, il y a des professeurs du projet qui l'ont vraiment essayé et se sont rendus compte que ces 4 critères-là permettent d'évaluer exactement la même chose que ce qu'ils évaluent déjà avec une grille structurelle. La différence, évidemment, c'est que ça devient plus, je vous dirais, facile de dire à l'étudiant comment régler un problème. Dire à un étudiant qu'il y a un problème parce que ses idées principales, par exemple, ne fonctionnent pas. L'étudiant va voir qu'il n'y a pas eu des bonnes notes, par exemple, dans ses idées principales, puis dans ses explications de preuves, c'est pas non plus très élevé le chiffre qu'il obtient. La question, c'est à chaque fois, ben pourquoi c'est pas élevé? Est-ce qu'il n'y a pas eu une bonne note parce qu'il y a eu 0 parce que c'est juste pas là, il a oublié son idée principale? Est-ce qu'il y a eu 0 parce que cette idée principale-là n'était pas cohérente par rapport à le sujet, par rapport au sujet? Est-ce que c'était parce que cette idée principale-là, elle n'a pas eu tous ses points parce qu'elle n'était pas vraiment juste, c'est-à-dire qu'elle se centrait sur un élément vraiment mineur du texte au lieu d'embrasser quelque chose qui était vraiment très important? Bon, toutes ces considérations-là, quand on a une grille structurelle, ben il va falloir vraiment que l'enseignant détaille dans ses rétroactions la raison qui explique pourquoi son idée n'est pas bonne. Et là, évidemment, si par exemple la rigueur est un problème à plusieurs endroits, l'étudiant va devoir lire toutes les rétroactions sur chacun des éléments de structure et par la suite avoir la capacité de synthétiser tout ça pour dire « Ah oui, le mot rigueur revient constamment, donc c'est ça mon problème ». Alors là, au moins, ça lui permet de voir, par exemple, ben oui, au niveau du respect de la norme, des normes de la situation d'expression, c'est quand même beau, j'ai presque tous mes points, donc je comprends la structure, je comprends en gros comment je suis supposée je respecte les normes de ce genre-là. Je vois que ma plausibilité, justesse, bon, je me suis pas trop égarée, j'ai apparemment bien interprété le texte, j'ai vu les principaux enjeux, donc ça va. Et honnêtement, ce qu'on a vu, nous, dans la recherche, c'est que les 2 éléments qui ont tendance à être les plus faibles, c'est la rigueur et la richesse. Mais pas toujours les 2. Et on ne règle pas le problème de rigueur de la même façon qu'on va régler le problème de la richesse. Donc, le fait d'être capable d'identifier vraiment le problème majeur, une fois qu'on sait que l'étudiant, c'est la rigueur, le problème, on peut vraiment lui donner des pistes de travail pour améliorer la situation qui vont être très, très différentes de celles qu'on va donner à un étudiant qui aurait des problèmes de richesse. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis aussi, ça permet aux étudiants de comprendre en assez peu d'éléments. En gros, là, c'est sûr qu'on peut aller regarder les indicateurs précis, il va falloir le faire à un certain stade, mais globalement, on s'attend que tout au long de ton expression, tu comprennes que tu dois respecter des normes, tu comprennes que tu dois être rigoureux dans tes liens, dans ton discours. On s'attend à ce que ça soit plausible et juste, ton interprétation du texte, et on s'attend à avoir de la richesse. Donc, ce sont des 4 grandes lignes qui aident beaucoup les étudiants à comprendre ce qui est attendu d'eux quand ils écrivent. Ça aide aussi à s'éloigner de cette impression parfois qu'on a un squelette de texte plutôt que quelque chose qui se tient en profondeur. Donc, ça a été jugé comme un outil vraiment utile par beaucoup de personnes enseignantes. Donc, vous avez un exemple de grille d'évaluation d'une explication de texte ici. Où on a l'exploitation adéquate du genre, la rigueur du discours. Là, c'est une échelle descriptive. Vous avez à gauche les indicateurs où on a vraiment le détail de chaque élément. Bon, la structure du genre respectée. Tout ce qui est en mauve, vous voyez, moi, j'avais une feuille où je définissais. Structure du genre, là, je donnais la liste. J'expliquais c'était quoi une preuve textuelle. Donc, tous les éléments en mauve, les étudiants avaient un lexique qu'ils pouvaient regarder pour vraiment s'y référer aux besoins. La grille peut avoir l'air un petit peu imposante, mais au bout du compte, quand on présente ça aux étudiants, on présente la première fois seulement les critères, les indicateurs et le niveau excellent. Donc, les autres niveaux, insuffisants, satisfaisants, très bien, au bout du compte, c'est exactement le même texte, mais que la colonne excellent, mais avec une descente, finalement, un affaiblissement.
de la qualité des éléments. Donc, si je fais juste lire la première phrase, la structure du genre est parfaitement respectée et contribue à la fluidité du discours. Après ça, très bien, la structure du genre est généralement respectée malgré quelques manques non significatifs et contribue même par moment à la fluidité du discours. On descend, la structure du genre est généralement respectée malgré quelques manques significatifs ou non significatifs. Là, vous voyez que j'ai cru bon d'aller définir ce que j'entendais par manque significatif ou non significatif. Et insuffisant, plusieurs éléments de la structure du genre ou des éléments techniques sont absents. Donc, il y a comme une gradation tout simplement qualitative. Et là, on a un jeu dans le chiffre qu'on va attribuer aux élèves là-dedans. La deuxième partie de la grille, qui va être vraiment les critères de qualité de la posture de lecture, vous voyez, on va les définir un peu de la même façon. La manière dont on répartit le pourcentage, c'est infini. On peut décider en première session qu'on va être très peu exigeant sur la richesse, par exemple, ou du moins dans les premières semaines de la session, puis qu'on va plus essayer de travailler la rigueur, ou au contraire, se dire on va juste travailler la richesse parce qu'on va faire seulement un demi-paragraphe de développement, mais on veut vraiment que l'étudiant comprenne l'exercice d'analyse. Mais on va être un petit peu moins exigeant sur, par exemple, la rigueur entre les différentes idées. Ça, on va amener ça plus tard. Donc, vous pouvez mettre ces critères-là systématiquement, mais donner plus ou moins de pondération selon l'objectif d'apprentissage sur lequel vous travaillez au moment de la session. L'intérêt, c'est de mettre toujours les mêmes critères, mais avec une pondération différente, c'est que ça permet de jouer sur, de faire un meilleur étayage. Là. Donc, on commence avec quelque chose qui est peut-être moins complexe. À défaut d'être moins complexe, en tout cas, on donne moins de points à un des éléments qui amène de la complexité. Donc ça peut être une chose. Par rapport au français, donc la grille de correction que vous voyez ici, c'est dans un collège où le français, c'est un facteur pénalisant. Donc, il y avait en bas de la grille des malus, là, des pénalités pour le français. On pourrait ajouter un 5e critère qui serait la qualité du français. On pourrait aussi, en fait, ça serait même logique de demeurer avec 4 critères, mais d'intégrer la qualité du français au respect des normes du genre. Donc, on pourrait dire, par exemple, je sais pas, la qualité, finalement, là, le respect de la norme, ça vaut, par exemple, 50%, 30% pour le français, 20% pour tous les autres éléments liés aux normes. Et là, ensuite, le 50% qui reste, on le répartit pour la lecture littéraire. Donc, c'est des possibilités. On peut jouer avec ça selon les contraintes qu'on a dans nos collèges. Autre exemple d'action clé, là, donc le processus, évidemment, on va pas travailler uniquement avec des gros métatextes, on va travailler avec plus des petites actions clés très souvent. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un journal réflexif. À ce moment-là, vous pourriez dire, le contenant, la situation d'expression, c'est un commentaire libre. Donc, il y a à peu près pas de normes, excepté une maîtrise de la langue qui va être correcte. Donc là, sans avoir peut-être les mêmes exigences, on peut quand même demander aux étudiants que le texte ait une belle lisibilité, quitte à demander aux étudiants de réécrire si ce n'est pas bien écrit. Donc ça, c'est une question que parfois les personnes enseignantes se demandent. Qu'est-ce que je fais si l'étudiant me dit des choses vraiment hyper touchantes, il se livre, et là, on lui enlève plein de points pour la langue. Donc, on peut toujours aussi, je souligne, il est possible des fois de dire aux étudiants, la maîtrise de la langue ici, c'était problématique. Ça dépend encore là de vos politiques d'évaluation. À tout le moins, même si on le note pas, on peut demander aux étudiants d'aller réécrire quelque chose où la qualité de la langue est trop fautive. Donc, il y a plein de façons là, d'évaluer la langue. On peut l'évaluer dans une volonté plus formative, où on renvoie l'étudiant retravailler son discours, ce qui se fait vraiment bien. Là. Ce qui devient difficile des fois pour l'étudiant, c'est qu'on enlève des points parce qu'il maîtrise pas bien la langue. Mais si des fois, on lui enlève pas de points, mais on lui dit, mais là, il faut que tu retravailles comment c'est écrit, j'ai de la misère à le lire, ça ne respecte pas le cadre minimal de mes attentes. Là. Les étudiants, surtout que c'est des très petits textes, là, sont capables d'aller faire ça assez facilement.
Situation d'expression, on peut mettre la maîtrise de la langue, mais finalement, pour tout le reste, ça va être libre dans un journal réflexif. On peut dire que la posture d'expression, c'est libre. Ça veut dire que l'étudiant n'a pas vraiment à réfléchir à ça. Tout va être accepté. Ça peut permettre à des étudiants de faire de la poésie, donc d'avoir une sensibilité, par exemple, esthétique dans ce qu'ils écrivent, d'être dans la sensibilité affective, d'être dans la pensée complexe, de mélanger tout ça. Donc, c'est libre. Ce qui veut dire que ça ne sera pas vraiment évalué, mais ça donne aux étudiants, les critères de qualité restent là, ils comprennent juste qu'il y a vraiment de la latitude. À la limite, ce qui devient intéressant quand on met libre, c'est que si on se rend compte que le problème n'est pas vraiment dans la posture de lecture, qu'il y a quelque chose dans la posture d'expression, on peut demander à l'étudiant de réfléchir. OK, dans ta posture d'expression, là, c'est quoi que tu voulais amener? C'était ta sensibilité, c'était ta compréhension complexe de la situation, donc comme je vous dis, la posture d'expression, elle est liée à l'objectif. Donc si parfois vous vous dites, ça marche pas cette action clé-là, c'est pas mal écrit, je comprends, c'est lisible. La posture de lecture, je peux pas dire qu'elle est pas là, mais il y a vraiment quelque chose qui manque. Ça peut être de demander à l'étudiant, qu'est-ce que tu voulais me communiquer? Et d'amener les étudiants à prendre conscience qu'ils ont forcément un objectif implicite de communication et que peut-être parfois le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. Donc, de se fixer un objectif de communication qu'ils relieraient à une posture d'expression, et là, vous pouvez les référer au cadre des savoir-être, ça peut aussi être vraiment un bon guide pour eux. Et après, vous pouvez évidemment demander aux étudiants d'adopter dans un journal réflexif la posture personnelle de lecture, par exemple, mais vous pouvez aussi parfois les laisser au choix. S'ils ont les critères de qualité comme ça, en fait, selon la posture qu'ils décident d'adopter, ils ont automatiquement les critères de qualité qu'ils doivent respecter. Dernier exemple, avec un portrait de personnage, vous demandez aux étudiants de faire une carte mentale qui montre le portrait de personnage. Donc, il y a des normes. Dans ce cas-ci, les normes, ça va être, par exemple, que, une carte mentale, il y a un cœur, qu'elle doit avoir au minimum, par exemple, 3 ou 4 branches qui vont elles-mêmes être porteuses de 3 ou 4 concepts. La posture d'expression d'une carte mentale, généralement, dans la pensée complexe, on veut avoir une vision multidimensionnelle d'un objet unique. Et un portrait de personnage, vu que ça s'inscrit pas mal dans de l'analyse, on est vraiment dans la posture analytique. Et donc, voilà le genre de grille de correction que ça pourrait faire pour un portrait de personnage si on était motivé pour faire une grille de correction, ce qui n'est pas forcément nécessaire, je le souligne. On pourrait dire, par exemple, mais mes attentes par rapport à cette action clé-là, c'est que la carte mentale comporte un cœur et plusieurs branches, ainsi que des feuilles à chaque branche. Ça, c'est le respect des normes de la carte mentale. La multiplicité des dimensions de la carte souligne une pensée complexe. Ça, c'est la posture d'expression. Donc, ça veut dire que si l'étudiant utilise des synonymes qui ramènent les mêmes choses, là, on s'éloigne de la pensée complexe. L'interprétation du portrait de personnage livré par la carte est juste et probable. Ça, c'est le critère de justesse-plausibilité de la lecture analytique. Et l'interprétation du personnage livré par la carte montre une grande richesse de lecture, inférence, dimension pertinente, exploitation de savoir symbolique et psychologique, etc. Donc, ça, c'est la richesse. Donc, ça permet vraiment, encore là, de donner quand même une bonne idée à l'étudiant de ce qui est attendu de lui. Et là, l'intérêt, c'est que si vous faites faire d'autres cartes mentales, exemple, le critère A et B ici vont rester continuellement les mêmes. Si c'est une carte mentale sur un autre personnage, en fait, toute la grille va pouvoir être transférée à n'importe quel autre portrait de personnage. Si c'était une carte mentale qui visait plus à travailler sur un concept, là, ça serait le C et le D qui pourraient être modifiés pour peut-être une autre posture de lecture à voir. Mais bref, de façon très générale, ces 4 critères-là, ça permet aux étudiants de vraiment donner une base qui va être constamment transférable d'une fois à l'autre. Donc, ça vous donne des outils, vous pourrez y réfléchir. Pour finir la vidéo, quelques exemples de possibilités quant au cadre évaluatif d'un processus de lecture littéraire. Donc, le processus, ce sont les actions clés. Donc, quelles actions clés choisir pour l'évaluation, vu qu'on a mentionné qu'un processus de lecture littéraire, normalement, un processus, en tout cas, on évalue ça en donnant droit à l'erreur. Évidemment, ça peut être toutes les actions clés réalisées au long de la session. Là, il faut déterminer le nombre, évidemment. On peut évaluer aussi celles qui sont réalisées durant une période ciblée seulement. Donc, par exemple, une personne qui a beaucoup d'étudiants et qui veut pas évaluer
20 actions clés, là, c'est beaucoup trop pour elle. Et elle se dit que pour vraiment bien travailler le processus, pour une œuvre, il faut quand même une dizaine d'actions clés. Elle voit mal comment s'en tirer sans ça. Elle pourrait décider qu'elle va travailler, elle va faire par exemple un mini portfolio qui ne va porter que sur la deuxième œuvre de la session ou la troisième. Durant la première œuvre de la session, l'enseignant peut enseigner les actions clés, les faire travailler comme ça sans forcément les évaluer avec ses étudiants ou seulement en donnant des rétroactions en plénière de grands groupes. Et il pourrait leur demander durant la deuxième œuvre de la session là, de vraiment... les actions clés vont être toutes comptabilisées, il va y avoir une rétroaction qui va être donnée, etc. Donc, ça limite. C'est une façon de faire. On pourrait aussi le faire seulement au début de la session. Si on le fait au début de la session, évidemment, les actions clés, on va peut-être plus être centré sur le processus d'apprentissage. Plus on le fait tard dans la session, plus on va s'attendre à ce que l'étudiant ait une certaine maîtrise des actions clés. Donc, c'est évidemment à considérer selon vos objectifs pédagogiques. On peut aussi demander aux étudiants de sélectionner eux-mêmes leurs meilleures actions clés. C'est certain que là, il y a toujours la nuance de est-ce que l'étudiant va être capable de bien les sélectionner, mais c'est une autre possibilité. Donc, sous quelle forme est-ce qu'on va évaluer les actions clés? En fait, il y a toujours la possibilité de les regrouper dans un portfolio ou un journal ou de ne pas les regrouper, tout simplement, et d'avoir plusieurs petites évaluations au fil de la session. C'est certain que si vous voulez insister pour que l'étudiant perçoive la notion de processus, qui elle-même aide beaucoup à voir l'aspect de la transférabilité des apprentissages, de la progression, le portfolio, le fait de regrouper d'une façon ou d'une autre les actions clés est fortement recommandé. Bon. En ce qui a trait à l'évaluation elle-même, là, on parle de mettre des notes, là. Pas seulement de comment puis lesquelles je compte, là, mais comment j'évalue, comment je note les étudiants. Premièrement, la façon la plus courante pour un portfolio, par exemple, ça va être de faire une évaluation formative de chacune des actions clés en cours de session, mais chaque action clé séparément ne compte pas. On est dans le formatif uniquement. Par contre, les résultats formatifs de chacune de ces actions clés-là vont être comptabilisés. Et à la toute fin de la session, là, on va poser un jugement sommatif sur l'ensemble. Donc, et là, sur cet ensemble-là, il va y avoir plusieurs possibilités pour jouer. Alors, premièrement, on peut faire ça peut devenir une évaluation sommative où on va seulement retenir, par exemple, les meilleures actions clés. Donc, à ce moment-là, c'est comme si, durant la session, c'est formatif au sens où, oui, l'étudiant a une note pour chaque action clé, mais s'il a une mauvaise note, on ne sait pas encore si elle va être comptée ou non parce que, par exemple, on ne compte que les 11 meilleures actions clés. Dans le jugement sommatif global, on pourrait dire dans une grille de correction que si 80% et plus des actions clés sont réalisées avec un niveau adéquat ou excellent, l'étudiant a une possibilité d'avoir donc entre, je sais pas, mettons que c'est sur 15%, entre 14 et 15%. On pourrait faire ça. L'important, c'est de laisser ce droit à l'erreur-là. Donc, que ça soit parce que 80% des actions clés sont vraiment très bien faites, que ce soit parce qu'on va compter juste les 11 meilleures sur 15. Dans tous les cas, c'est de trouver une façon de laisser ce droit à l'erreur-là. On peut aussi proposer de faire une évaluation qui va être basée sur le jugement professionnel. Ce genre d'évaluation-là vise souvent, en fait, à mieux considérer l'évolution des étudiants. Donc, par exemple, un étudiant qui commence la session et qui a... pensons à 2 étudiants qui commencent la session. Il y en a un qui a 60. Plus tard, il a 70, ensuite 80, fini en grand à 85. Bon, on voit que l'étudiant, au début, il n'avait pas les compétences, mais qu'il a acquis de plus en plus de compétences. L'étudiant qui aurait commencé avec 84, qui serait ensuite descendu à 73, et que les 2 dernières notes, il y aurait eu 60. Bon, là, je dis des chiffres au hasard, donc peut-être que ça marche pas mathématiquement, mais je pense que vous comprenez le point que parfois, on peut faire une moyenne. C'est souvent comme ça que ça marche dans l'EA ou dans d'autres cadres. Toutes les évaluations comptent.
Mais dans certains cas, un étudiant peut très bien avoir réussi en début de session pour toutes sortes de raisons, puis ne pas avoir vraiment acquis les éléments de plus en plus complexes qu'on leur demandait de mobiliser. Et au bout du compte, s'en tirer parce que la moyenne des points cumulés fonctionne. L'étudiant qui va s'être constamment amélioré, même s'il a peut-être commencé très mal la session, il peut, au terme de la session, avoir acquis la compétence. Mais évidemment, si on évalue sans donner droit à l'erreur, l'étudiant va forcément être pénalisé pour le fait qu'il ne comprenait pas bien au début de la session. Donc, on peut faire des grilles de correction où on dit, par exemple, qu'on va considérer qu'il y a 2 possibilités qui vont être considérées. Soit on considère, par exemple, première chose, le système, par exemple, automatiquement va considérer les 11 meilleures actions clés sur 15. Et là, on peut dire, en cas d'échec, la personne enseignante se réserve le droit de fonder son jugement professionnel pour évaluer au regard de l'évolution des apprentissages de l'étudiant si au terme du cours, celui-ci a atteint la compétence. Donc ça, c'est une possibilité de se donner le droit comme personne enseignante de regarder les notes et de dire, OK, oui, avec ce que je vois, comment les choses ont évolué, je crois que l'étudiant, il a tout à fait la compétence, donc peut-être qu'il lui manque... On s'entend que ça ne va pas se poser avec un étudiant qui a 40%. J'ai jamais vu ça, un étudiant qui aurait eu une note de 40% et où l'enseignant se dirait « Ah oui, il a vraiment atteint la compétence à la fin de la session ». Mais ça peut arriver parfois avec des étudiants qui ont 55 à 60%, qui ont 55 parce qu'ils ont vraiment mal commencé la session, surtout en première session où des fois les étudiants sont très lents à se réveiller. On a parfois des cas de figure où on se dit, s'il avait mieux commencé sa session, l'étudiant aurait peut-être réussi à passer. Donc, on peut, avec un portfolio, un processus, se laisser cette possibilité-là d'utiliser son jugement professionnel au regard des nombreuses preuves qu'on a au fil du temps. Donc, c'est ça l'avantage, en fait, du portfolio, c'est qu'on a tellement d'occasions où on peut voir où en est l'étudiant dans ses apprentissages, qu'on a tout ce qu'il faut pour fonder notre jugement professionnel. Ce qui est beaucoup plus difficile à avancer lorsqu'on a juste 2-3 occasions d'observer ce que l'étudiant fait. Donc voilà. On peut aussi évaluer l'ensemble des actions clés, mais dans un cadre où c'est l'élève qui va les avoir sélectionnées. Donc, ce ne sont pas... encore là, c'est comme seulement une partie des actions clés qu'on va évaluer. Je ne l'ai jamais vu, mais on pourrait aussi envisager une évaluation intersubjective. Donc, par exemple, 2 professeurs qui travailleraient vraiment un peu de la même façon avec l'approche ELAC, un peu les mêmes critères de qualité, le même type de portfolio, par exemple, pourraient se dire, on va comptabiliser tout au long de la session, chacun de notre côté, les actions clés des élèves. Et par la suite, on donne un peu à l'enseignant, à notre collègue, voilà, moi je pense que cet étudiant-là, il serait ici dans la notation, donc excellent, très bien, satisfaisant ou insuffisant. Et l'autre enseignant feuillette le portfolio de l'étudiant. Il regarde un peu les résultats et peut confirmer ou non la chose. J'ai déjà vu aussi des évaluations intersubjectives où il y a un élève, un prof et même un père étudiant qui peut porter un jugement. Je ne l'ai pas vu dans l'approche ELAC, mais je vous mentionne que c'est une chose qui existe dans l'approche par compétence. C'est sûr que quand on est dans l'évaluation intersubjective qui implique une auto-évaluation, on est vraiment avec des pourcentages plus petits. Mais, mettons un portfolio qui compterait sur 35%, peut-être pas, mais si on a un portfolio qui compte sur 10%, où il y a l'auto-évaluation de l'élève, l'évaluation du professeur, voire l'évaluation d'un père, là, ça peut être quand même intéressant d'avoir des aspects intersubjectifs. Mais ça, c'est plus créatif. Je ne l'ai pas vu, mais je vous mentionne, c'est une chose qui existe dans l'évaluation, dans l'approche par compétence. Donc, tout ça est bien beau, et là, peut-être que vous, en vous-même, en tant qu'enseignant, vous vous dites, c'est bien beau tout cela, mais un processus avec plein d'actions clés, je comprends que le but est de donner de la rétroaction, de faire évoluer, mais pour donner de la rétroaction, quand j'ai 120 étudiants, comment je fais pour fournir? Donc, dans la prochaine capsule, on va donner quelques pistes pour être capable de donner une rétroaction plus efficace aux étudiants et étudiantes dans le cadre de l'évaluation d'un processus.